Insertion des jeunes diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sur le marché du travail. Les acteurs du secteur participent à un atelier à Bouaké, dans la région de Gbeke. Enfin, 16 février 2005, entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur le changement climatique. Retour ce soir sur le contenu de cet accord. Bienvenue, bonsoir à tous. L'insertion des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle au cœur donc d'un atelier dans le cadre du projet Proform. Après la phase de réhabilitation et d'équipement des structures de l'enseignement technique, les acteurs du secteur sont actuellement réunis à Bouaké, dans la région de Gbeke. Les explications de Léon Brou de RTI Bouaké. Comme ces apprenants, Roselyne et Taïrou pensent déjà à un stage de fin de formation. Seulement, ils ignorent les acteurs capables de les intégrer en entreprise. Ça dépend de nos moyens. Puis bon, notre travail, en fonction de ça, on va nous déléguer dans une entreprise. On va aller faire un stage là-bas. Je ne sais pas qu'il y ait un service qui va nous trouver des stages. Ces acteurs du placement des formés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les voici. Les CERF, secrétaires exécutifs aux relations formation-emploi. Eux aussi rencontrent des obstacles. Le cheptel industriel n'est pas totalement fourni. Il y a de nouveaux métiers aussi qui voient le jour. S'ajoute la non-maîtrise des techniques de recherche, de stage et d'emploi, d'outils d'organisation de suivi des formés. Des dysfonctionnements que vise à corriger le présent atelier, une initiative de l'ONUDI saluée par le gouvernement qui chiffre à 70% le taux d'insertion des produits de la formation professionnelle. Nous sommes autour de 70% d'efficacité, mais on veut aller au-delà. Au mois de décembre dernier, le gouvernement a adopté un plan de réforme stratégique. Et il est bon que nous préparons donc cette catégorie de personnel à la mise en œuvre de cette réforme en leur donnant donc des outils pertinents. Une semaine, durée du renforcement des capacités des CERF qui lance la composante formation du Proform, le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes de Côte d'Ivoire, financé par l'Union européenne et mis en œuvre par l'ONUDI. Les populations de Côte d'Ivoire encouragées à rendre les villages, les villes et le pays plus propres. C'est l'objectif de l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Alors ce Grand Ménage va se dérouler du 24 au 29 février prochain. Et pour le réussir, les appels à la mobilisation fusent. Aujourd'hui, les maires des différentes communes sont invités à s'impliquer. Grace Kando. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, dans les locaux de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVCOSI. Anne Désiré Ouloto est allée échanger avec les maires à l'ordre du jour 3 points, mise en place d'une plateforme de collaboration, projet de voyage au Rwanda pour s'imprégner de l'expérience du pays en matière de salubrité et l'opération Grand Ménage dont le lancement est prévu le 23 février prochain. Les maires sont partants pour faire en sorte que le cadre de vie de nos concitoyens soit nettement amélioré. Et auprès de nous, nous avons trouvé également une très grande adhésion, une adhésion totale, nous nous en félicitons. Toutes les opérations Grand Ménage qui auront lieu le premier samedi de chaque mois. L'objectif est de faire en sorte que les Ivoiriens soient en bonne santé. La propriété dans les villes relève de notre compétence et donc l'action menée par le gouvernement, c'est pour nous accompagner, nous assister dans la réalisation de cette tâche, parce que nous avons besoin d'avoir des villes propres. La ministre Anne Désiré Ouloto a annoncé la construction de 2 centres d'enfouissement technique dans les prochains jours. La récupération et la valorisation des sachets plastiques étaient aussi au menu des échanges. À ce sujet, 5 communes ont été retenues. Il s'agit d'Abobo, Yopougon, Koumassi, Port-Boué et Atekoubé. Le sachet plastique et autres déchets plastiques, justement, que faire contre ces fléaux environnementaux? Plusieurs pays du monde vivent cette situation. Et pour mettre fin à ce problème qui sévit particulièrement à Bali, en Indonésie, un jeune entrepreneur s'est lancé dans la production de sacs à base de manioc et de boîtes bio. Ceci n'est pas un sac en plastique, mais en manioc, une racine tropicale trouvée en abondance en Indonésie. Un sac que l'on peut brûler et même boire, comme le prouve son inventeur.
Nos sacs sont tellement écologiques qu'ils ont réussi les tests de toxicité alimentaire. Ils sont inoffensifs pour les animaux. Donc en le buvant, je vous prouve qu'il est vraiment inoffensif et qu'il peut donner de l'espoir en ce qui concerne les animaux marins. L'Indonésie fait face à une urgence environnementale. Selon une étude américaine, l'archipel est le pays qui rejette la deuxième plus grosse quantité de plastique dans l'océan, après la Chine. Rien qu'en Indonésie, avec ses 255 millions d'habitants, si on regarde les pailles en plastique, ça fait 20 cm de plastique jeté par 255 millions de gens chaque jour. Au total, ça fait 5000 km de plastique jeté chaque jour. C'est la distance entre Jakarta et Sydney. Les sacs biodégradables se décomposent en seulement quelques mois, contre jusqu'à 400 ans pour ceux en plastique conventionnel. Mais cette alternative écologique a un prix. Le sac en manioc coûte près du double d'un sac en plastique, ce qui dissuade les acheteurs. Si le marché indonésien augmente, la production augmentera et le prix du plastique biodégradable sera moins cher. L'Indonésie n'a actuellement aucune aide publique dédiée à la réduction des déchets en plastique, dont l'utilisation ne cesse d'augmenter, dopée par des années de croissance économique. Les autorités envisagent toutefois de rendre les sacs en plastique payants, une mesure qui a fait ses preuves dans d'autres pays. Voilà, retour en Côte d'Ivoire pour parler de cette aide salvatrice aux patients atteints d'insuffisance rénale et hospitalisés au service d'aide médicale urgente de Yamoussoukro. Le SAMU a donc reçu 3000 kits de dialyse d'environ 6 millions de francs CFA, un don de la fondation Districom. On en parle avec Charles Tatou de RTI Bouaké. La fondation Districom, une branche d'une des téléphonies mobiles de la place, redonne espoir aux insuffisants rénaux du service d'aide médicale d'urgence SAMU de Yamoussoukro. Un bon de 3000 kits de dialyse, 10 tensiomètres et 10 balances. Telles sont les composantes de ce don d'équipement de soins. Don d'un coût global de plus de 6 millions de francs CFA offert par cette structure qui mène des activités humanitaires. Vous savez, ce mal est un mal invalidant. Nous avons toujours besoin, malheureusement, d'aide. Le président de la structure donatrice a mis à profit la remise du don pour situer les domaines d'intervention de sa fondation. Par ce geste, la fondation ambitionne prendre toute sa place au sein de la communauté en tant que mouvement citoyen qui veut offrir le meilleur aux populations à travers une approche participative. Autorités administratives et sanitaires louent l'initiative de la fondation Districom. Le geste de portée sociale va soulager un tant soit peu les personnes de leur localité souffrant de l'insuffisance rénale. Ils ont des besoins énormes. La municipalité va faire quelque chose, mais je crois que les gros efforts doivent venir, disons, du gouvernement. La maladie du rein est une maladie très sévère et toute personne qui participe au bien-être de ces malades en leur offrant des kits pour les soulager, nous ne pouvons que leur dire merci. Madame la ministre de la Santé nous a toujours demandé d'aller de l'avant, d'essayer de créer un maximum donc, de postes de soins afin de pouvoir prendre un maximum de malades. Nous sommes sur le bon chemin. Le SAMU de Yamoussoukro dispose de 10 postes de soins et enregistre pour l'instant 76 malades. Un tout autre sujet à présent, comment croire en soi, où trouver la force de croire en ses compétences et faire évoluer positivement sa vie? Ces questions trouvent des réponses dans le livre intitulé « Il est temps que ton étoile brille ». La cérémonie de dédicace de cette œuvre de Abou Koné s'est déroulée récemment dans la commune de Cocody. On en parle avec Herman Niamia. Il est temps que ton étoile brille, ça suffit. C'est l'œuvre que vient de mettre sur le marché l'écrivain Abou Koné. Cet ouvrage est une exhortation à la persévérance pour inciter les jeunes à croire en eux afin de réussir tous les projets qu'ils entreprennent. C'est un livre de motivation qui est venu donner la force aux Ivoiriens, aux lecteurs du monde entier pour qu'ils soient des personnes déterminées à réussir leur vie, pour être des icônes et des modèles pour notre monde. Les gens aujourd'hui souffrent de démotivation, déception, découragement. Instruis-toi dans plusieurs domaines. Il te faut de la discipline. Sois sincère avec toi-même. Sont entre autres quelques titres développés dans cette œuvre de 13 chapitres.
Le style est relativement simple. C'est un texte qui insiste beaucoup plus sur les idées et non sur le vocabulaire chatoyant. C'est un vocabulaire qui est accessible. Tout public peut lire ce livre. Et je pense que c'est l'une des particularités des œuvres de développement personnel. Parce qu'on doit écrire dans un style simple qui permette à tout le monde de pouvoir accéder au contenu de l'œuvre. Abou Koné est un diplômé en ressources humaines. Originaire de Oura, dans le département de Kouto, Il est temps que ton étoile brille, ça suffit, est sa 3e publication. Sa passion pour le développement personnel a fait de lui un conférencier en motivation. Dans l'actualité également, un concours pour évaluer la capacité des candidats à débattre d'un sujet d'actualité et à mobiliser les techniques oratoires pour les éliminatoires 2017 de la région de Béquet. 6 équipes se sont affrontées autour du thème « L'immigration clandestine, à quand la fin ?» C'est un reportage de Soro Corona de RTI Boaké. 6 équipes en compétition pour la phase éliminatoire régionale du concours 2017 de débat et d'art oratoire. Le lycée municipal d'Ibo Sunkalo en débat. Marcel Touré, meilleur débatteur, et Akra Adjoua d'une école de la place en art oratoire ont arraché leur ticket pour la finale prévue pour le 25 mars prochain à Abidjan. L'immigration clandestine, à quand la fin? C'est le thème retenu pour cette édition 2017 du concours national de débat et d'art oratoire, une initiative de la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, une compétition pour donner aux élèves et aux étudiants les outils pour mieux s'exprimer en public. Le concours national d'art oratoire a pour objet donc de révéler des talents pour que les jeunes de plus en plus puissent donc développer des talents au niveau de la Côte d'Ivoire. 6 heures de compétition ont permis aux équipes issues des établissements secondaires, des grandes écoles et universités de Boaké de se départager. À cet exercice, les élèves ont été meilleurs que les étudiants. Une initiative à encourager. Aujourd'hui, l'appui à l'initiative de la Jeune Chambre permet d'être ici à Boaké et de sensibiliser les étudiants sur les dangers de la migration irrégulière. La Jeune Chambre internationale est une fédération mondiale de 200 000 jeunes citoyens actifs, âgés de 18 à 40 ans, répartis dans plus de 112 pays à travers le monde. Elle a pour mission d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. Au moins 39 morts et 61 blessés aujourd'hui dans un attentat à la voiture piégée à Bagdad, la capitale irakienne. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique. Enfin, premier pas dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le 16 février 2005, le protocole de Kyoto entre en vigueur. Le document est signé par 140 pays. Que prévoit cet accord? Les explications de Franck Quadio. 16 février 2005, entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur le changement climatique. Le protocole de Kyoto est un accord international visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui vient s'ajouter à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques dont les pays participants se rencontrent une fois par an depuis 1995. Ce protocole visait à réduire entre 2008 et 2012 d'au moins 5% par rapport au niveau de 1990 les émissions de 6 gaz à effet de serre. Ce sont les dioxydes de carbone, les méthanes, les protoxydes d'azote et 3 substituts de chlorofluorocarbone. Les engagements souscrits par les pays développés sont ambitieux. Pour faciliter leur réalisation, le protocole de Kyoto prévoit pour ces pays la possibilité de recourir à des mécanismes dits de flexibilité, en complément politique et mesures qu'ils devront mettre en œuvre au plan national. Pour que le protocole de Kyoto entre en vigueur, il fallait qu'au moins 55 pays ratifient le traité, condition atteinte le 23 mai 2002 avec la ratification par l'Islande. 90 jours après la ratification du dernier pays nécessaire au quorum validant le traité pour son application nationale dans chaque pays signataire, l'entrée en vigueur pour les pays ayant ratifié le protocole au 18 novembre est intervenue le 16 février 2005. Merci de nous avoir suivis et très bonne soirée à tous sur RTI2.